Mais travailler pour créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grands. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette dernière représentation des Grandes Gueules. C'est bien la dernière de la semaine, l'équipe au grand complet, j'imagine légèrement essoufflée. Ce sera donc la dernière. Vous pouvez réagir à ce numéro, #GG, donc sur Twitter, ou tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Votre avis, vos préoccupations, votre opinion sera relayée si vous n'insultez personne. Ailleurs, comme en Guinée, la mode et l'engagement ont fait souvent chemin commun. Et c'est généralement le cas des causes sociales et humanitaires qui requièrent un déploiement massif de bras et de sous. Tenez-vous bien, le Runway Fashion Show. Maf va nous dire c'est quoi, hein, c'est elle qui parle anglais ici. Donc le Runway Fashion Show est un exemple de ces projets portés en faveur de groupes cibles, de groupes spécifiques. Il s'agit pour cette fois d'un projet porté par l'artisanat avec l'ambition d'une levée de fonds solidaire contre une maladie qui touche, tenez-vous bien, 20% de la population guinéenne, la drépanocytose. L'initiative, qui cristallise 4 grandes déclinaisons, poursuit la vision de lever des fonds et du sang en faveur des drépanocytaires de Guinée. On pose donc les questions ce matin. Que faut-il savoir sur la drépanocytose? Quelles seront les grandes préconisations du projet? Aïchetou Diallo, elle est initiatrice et chef du projet Runway Fashion Show. Elle sera dans notre studio, vous l'entendrez de fond en comble sur ce projet. Et puis, nous plongeons en milieu fermier, cette fois avec l'histoire toute banale au départ d'une cohorte de poussins qui n'a pas eu de vieux os. Quelques centaines de têtes décimées par cohorte, bien entendu, avant d'avoir atteint leur seuil de rentabilité. S'ensuit un boycott des poussinières locales au profit de couvoirs étrangers avant qu'une étude du ministère de l'élevage établisse que le mal des poussins était ailleurs, en l'occurrence dans les nutriments ingurgités par la volaille. Mama Diarra et Eladj Diakité sont tous fermiers ici en Guinée. L'un est à la baie, l'autre tout près. Ils prendront la parole dans cette émission pour nous expliquer leur calvaire. Et puis docteur Kouramoudou Berete, il est vétérinaire, médecin vétérinaire au ministère de l'élevage. Il nous en dira plus sur cette étude qui aura permis de lever un coin de voile sur les péripéties de l'élevage fermier en Guinée. Ces sujets et bien d'autres viennent étoffer le menu informatif de ce matin. Merci d'être des nôtres. C'est avec mes amis de ces matins des vendredis. Moussa Yeroba, bonjour. Bien, bonjour Tamba, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bien habillé, Diadia, ce matin. Ah, merci, merci beaucoup. Il faut faire comme nous. Je fais quoi? Je suis modeste. Je suis né habillé. Ah, bah, je ne suis pas né habillé quand même. Personne n'est né habillé. C'est la formule de Moussa Campos Souma. Souma, oui. C'est sa formule. C'est son monde. Clin d'œil à toi, le roi du Kenya, ce matin. Bonjour Caps. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue, bien coiffé. Hein. Merci. Oui. Daouda, ça va? Oui, ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Oui. Tout en boubou, c'est le vendredi. Hein. C'est la mode de vendredi. La mode des vendredis. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Franchement. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est oublié. Non mais c'est oublié. Elle a oublié. Elle a son téléphone. Non. Ça va? Ça va. Voilà. Bien. Wow. Tu peux pas nier? Ah si. Jusqu'à. Ce que vous n'avez pas compris. Une bonne Guinéenne. J'ai vu 2 mots. Non, arrête. J'ai vu 2 mots sur cet écran. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Avec ces 2 mots, il ne peut pas se rendre compte qu'il est en direct à la télé. Je t'assure. Sérieux. C'est des mots radieux.
Voilà. Il n'a qu'à arrêter. Hein. Merci. Daouda, on va enchaîner ce matin avec toi. Finalement, quelques pièces du puzzle gouvernemental qui commencent à s'assembler. 4 ministres dont on connaît désormais le nom depuis hier. Oui, effectivement, il faut d'abord rendre hommage à tous les camarades de ce pays parce qu'on a déjà 3, 2 et un Diallo. Ça fait 3 camarades. Un Kourouma qui disait ce matin que désormais, on a l'impression que le pays n'est fait que de camarades. Oui. D'accord. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Bachir Diallo, il faut rappeler qu'il était précédemment attaché de la défense du côté de l'Algérie, qui rentre pour prendre ce poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aboubacar Sidiki Kamara, Idi Amin est nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Madame Lepou Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable, on nous apprend qu'elle vit du côté de l'Allemagne, qu'elle vivait du côté de l'Allemagne, donc elle rentre également. Abdourahmane Sike Kamara est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Vous savez que c'est une équipe qu'on attend. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impatience. Les gens sont en train de se poser la question à quand la composition du gouvernement. Mais il y a un piège dans lequel s'est mis le président du CNRD. Quand il dit il n'y aura pas de recyclage. Et quand on parle de non-recyclage, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est de nouveaux Guinéens qui vont arriver? Parce que il y a plusieurs têtes quand même qui peuvent aujourd'hui être à la hauteur des tâches qui leur seront confiées avec toute l'intégrité, avec toute l'honnêteté à conduire les affaires. Mais quand on dit d'un coup il n'y aura pas de recyclage, il faut alors tamiser très fort pour trouver des hommes nouveaux. Parce qu'il y en a qui nous paraissent nouveaux, mais derrière, il faut qu'ils soient au devant de la scène pour qu'on déterre un peu leur appartenance à un moment donné à un projet ou à un autre. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on aille un peu plus vite avec la composition de ce gouvernement. Mais Daouda, concrètement, c'est impossible de ne pas recycler. Non, c'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit... On a tous une histoire. Quand il parle de recyclage, en fait, ce qu'il faut entendre par là, c'est peut-être ce qui était aux affaires. Sur le 3e mandat? Sur le 3e mandat. Ce qui était déjà ministre ou ce qui était déjà dans l'Assemblée nationale, peut-être que c'est à ces gens-là qui faisaient allusion en faisant parlant effectivement. Ça n'a pas été dit clairement ainsi. Si il le disait. À l'allure des choses, c'est ce qu'on comprend. Non, ça c'est votre compréhension. Mais est-ce que ça a été clairement dit que c'est uniquement ceux qui étaient au gouvernement et ceux qui... Parce que déjà, vous avez vu avec le nouveau directeur général des douanes, Moussa Kamara Papadé, quand il est arrivé, tout de suite on a réveillé ces t-shirts quand il était du 3e mandat, quand il était dans la campagne. Donc ils sont nombreux comme ça. Par moment, il y en a qui étaient qui c'était contre leur gré. Ils se sont retrouvés dans cette mamaya pour aller ils étaient obligés d'aller parce que c'était pour beaucoup c'était en échange de leur poste. Mais Daouda, oui. même Doumbouya et ses hommes ont été pointés comme ils ont été pointés complices du 3e mandat. Complices parce que c'est juste après la prise du pouvoir par Doumbouya que son nom a sauté avec toute l'acrobatie qu'on a vue pour défendre cette nouvelle position du FNDC. Mais je me dis qu'il faut aujourd'hui aller avec des hommes, des Guinéens, parce qu'on n'en créera pas de nouveau. Il faut aller avec des Guinéens, mais aller avec la justice, avec les barrières qui permettent à chacun de savoir que c'est jusqu'ici, je peux aller. Jusque-là, je ne peux pas aller parce que en cas de manquement, voilà ce que je peux subir. Parce que tant qu'il n'y a pas aujourd'hui une justice qui permette à chacun d'être puni ou d'être rétabli,
on ne peut pas compter sur du nouveau. On va continuer avec les mêmes comportements parce que ce ne sont pas des nouveaux hommes, mais ce sont peut-être des nouveaux comportements qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Il y a quand même, Maf, une nouveauté. Maf, toi et peut-être Moussaïro, c'est dans la nomenclature d'un des départements dont le responsable est déjà connu, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça s'aligne sur les ODD, l'agenda 2030. Ben oui, il s'agit là d'une femme et il faut dire qu'avec les 30% dont qui sont notés dans la charte voilà, de la transition, c'est vrai qu'il y en a qui demanderaient même 50%, mais bon, de toutes les façons, moi, je n'aime pas trop m'arrêter sur les chiffres. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de miser sur les compétences parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui dans le pays. Et pour en venir à ces nominations, personnellement, c'est pas à cela que je m'attendais. Je ne m'attendais pas à des nominations à compte-gouttes. Moi, je pensais qu'un soir, on allait se retrouver avec une liste complète des membres du gouvernement. Là, on se retrouve avec des nominations à compte-gouttes. Et lorsque ça se fait comme ça, personnellement, je m'imagine deux possibilités. Justement, on pose la question, pourquoi? Comment on explique ça? Est-ce que ça coince quelque part? Justement, c'est assez difficile à comprendre parce que, comme je le disais, il y a deux possibilités. La première, c'est que, par exemple, on se retrouve à faciliter des démarches, des démarches qui ne vont pas forcément nous amener vers de meilleurs choix. Parce que lorsque j'ai posé la même question que toi, il y a quelqu'un qui me répondait non, ils ont besoin de temps pour voir qui choisir. Mais l'autre chose aussi pourrait être le fait de n'avoir aucune idée et peut-être de se lancer comme ça et donc de choisir les gens au fur et à mesure. Mais le risque de miser sur des bons ou des mauvais n'est pas exclu dans tous les scénarios. Qu'on choisisse maintenant tous les membres du gouvernement, il peut y avoir des bons ou des mauvais. Qu'on choisisse à compte-gouttes des Guinéens, on peut avoir des bons ou des mauvais. C'est pourquoi la dernière fois, je revenais sur ça, le plus important, c'est d'aller vers la mise en place d'un mécanisme qui permettrait de voir de près le travail de tout un chacun. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui un bon CV, être la personne qu'il faut à ce poste. Un examen minutieux. Un examen minutieux. Voilà, mais on n'est jamais à l'abri de certaines choses. Mais Maf, je pense qu'ils ont eu le temps de cela depuis le 5 septembre. Personnellement, je le pense. Ça va faire bientôt 2 mois que... Personnellement, je le pense. Mais comme on dit, à chacun sa stratégie. Aujourd'hui, quelle que soit notre volonté, on ne peut que suivre Doumbouya. C'est lui qui a la possibilité de décider. On ne le suit pas aveuglement. Il faut par moment... ou les yeux ouverts, c'est lui qui a la possibilité de décider. Il faut par moment qu'on lui dise qu'on attend vraiment le gouvernement. On va lui dire ce qu'on veut lui dire, mais s'il estime que pour lui, la meilleure façon de faire, c'est de prendre son temps, il prendra son temps. Elle n'a pas tort non plus. Le pouvoir de nomination, c'est à sa discrétion. C'est à sa discrétion. Mais pendant ce temps, le pays est aux arrêts. Non, le pays n'est pas forcément aux arrêts. Pas forcément. Il y a un travail qui est fait. Il y a les secrétaires généraux qui sont dans les départements. Qui sont limités. Oui, qui sont certes limités, mais n'oubliez pas qu'on est dans un contexte assez difficile. Moi, je n'ai pas envie d'aller vite en besoin, mais en même temps, je lui dis de ne pas faire traîner les pas. Il faut mettre en place ce mécanisme pour que vraiment, qui que ça soit, qu'il y ait un contrôle, parce qu'on ne peut pas avoir à 100% la garantie. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, je rajoute ça rapidement, Daouda le notait tout à l'heure, on était resté dans un cadre où même les bons devenaient des mauvais. C'est de ça qu'il faut sortir. Si on reste dans ça, je pense que les CV ne suffiront pas. Est-ce que finalement, comme réagit un de nos auditeurs, Tidiane l'ancien du ministère, enfin il y est toujours du ministère des TP j'imagine, Tidiane qui dit que la nomination est explicative, défense, sécurité pour le maintien. Est-ce que ça traduit, ça traduit les priorités aujourd'hui du CNRD, de commencer par la défense, la sécurité et d'enchaîner avec les autres, Moussaïro? Certainement, c'est quand même des ministères pas des moindres. Quand vous prenez le ministère de la Défense, il compte, je pense, au vu de ce que nous traversons aujourd'hui, mais aussi le ministère de la Sécurité. Vous suivez l'actualité avec la recrudescence des attaques, notamment des cambriolages qui se font à travers la ville de Conakry. Et vous vous souvenez que notamment tous les barrages ont été levés. Et donc, ça y va de soi qu'on prenne des dispositions, notamment en mettant en place ce ministère, mais aussi celui de la Défense. Mais ce que moi je voudrais dire par rapport à cette histoire de recyclage,
vous ne verrez pas de Guinéens peut-être. Il y en a des gens qui sont de l'autre côté, peut-être à l'étranger, ou bien qui sont dans des institutions internationales, ou bien qui travaillent dans le privé, qu'on pourrait prendre. Mais je ne voudrais pas en parlant de recyclage, qu'on pense qu'on peut mettre tout le monde out comme ça, et qu'il y a des Guinéens qui sont là, qui ont servi, mais qui ont quand même une certaine probité morale, qui ont travaillé, qui ont des compétences qu'on peut encore utiliser. En parlant de recyclage, comme Caps l'a dit, je pense qu'on met l'accent surtout sur peut-être les ministres qui étaient là, qui ont accompagné ce 3e mandat-là, et dont on veut se départir. Je pense que c'est un peu cela. Mais en même temps, le CNRD sait qu'on observe, que nous les voyons à l'œuvre, nous les observons, et il ne faudrait pas mettre n'importe qui, parce que les Guinéens sont là ces derniers temps, ils observent, ils savent ce qui se passe, ils savent qui a fait quoi dans ce pays. En même temps, en tant qu'organe de veille, nous les médias, nous avons suivi ce qui s'est passé, nous avons alerté à un moment donné, nous avons fait même des comment on appelle, des propositions de sortie de crise, nous avons fait de l'investigation, on a mis à nu des dossiers qui étaient là. Ça veut dire que nous savons aujourd'hui dans ce pays qui est qui. En même temps, il ne faudrait pas vouloir abattre tout le monde. Ça n'irait pas dans l'intérêt du pays. Nous avons des gens qui ont une certaine probité morale, qui ont des capacités à aider ce pays à aller de l'avant. Et même la nomenclature aujourd'hui des départements prouve à suffisance qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite. Vous avez vu le département de l'environnement, par exemple, ça répond aux critères de développement durable qui va avec les idées. Ça traduit une forte volonté politique de toucher du doigt la réalité, d'aller de l'avant en conformité avec l'évolution du monde actuel. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faudrait que, à chaque fois qu'il y a des choses, on est là, nous alertons, nous le disons, et quand ça va commencer à dérailler également, nous jouerons notre rôle de veille. Nous n'accompagnons pas aveuglément. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. En parlant du CNRD, c'est Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui est à la tête du CNRD. Nous savons, comme Maf l'a dit, il a été sur la liste, notamment du FNDC. Mais à part ça, c'était quand même les forces armées qui étaient là pendant l'élection du 18 octobre. Pourquoi ça s'est pas passé à l'époque? On dit mieux vaut tard que jamais, le plus souvent. Ça s'est pas passé en ce moment parce que l'opportunité n'était pas là, mais ça s'est passé plus tard. Le plus important, c'est de maintenir le cap, de respecter les promesses qui sont tenues, notamment d'aider ce pays à aller vers une toute autre direction qui est celle qui était entamée il y a quelques années de cela. Absolument, aller vers la bonne direction, Moussa Hero. Alors, Caps, la dame, le profil, à part celui de Idi Amin, les deux autres ce sont d'illustres inconnus en Guinée. La dame, par exemple, il n'y a pas grand-chose sur elle sur Internet, à part qu'elle ne rit pas beaucoup. Là, c'est une réalité parce que j'ai passé aussi, disons la nuit... Il dit que c'est une réalité. Oui, mais les premières images qu'on a pu voir... Pardon, Cap, si vous avez l'image de Madame Lopoulama à la régie, n'hésitez pas à l'afficher. Allez-y. Voilà, elle décrit quand même le visage d'une personne qui soit rigoureuse, sévère. Si c'est le cas, tant mieux, c'est une très très bonne chose. Mais sévère, c'est pas gentil. Mais rigoureuse peut-être. Rigoureuse, donc. Mais au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est de constater en réalité cette nomination par compte-gouttes. C'est que ça ressort en fait, ça sort clairement qu'il y a une certaine tractation autour de ces nominations. Beaucoup d'ailleurs. J'imagine beaucoup bien sûr. Parce que après, est-ce qu'il y a le CNRD qui est là avec toute l'armée, qui a ses pressions qui sont là. On a le Premier ministre qui viendra avec ses propositions, les échanges qui sont autour, des Guinéens qui ne font que tourner autour. Déjà, on sait que depuis l'annonce de l'arrivée de Idi Amin sur la Guinée, on voyait défiler devant des gens son bureau près de la présidence là-bas, des gens qui se cherchent, etc., à pouvoir participer justement à ce gouvernement-là. Il y a des centaines de documents. Effectivement, et ce qui n'est pas bien là-dedans. Je ne vais pas aussi envoyer mon CV là-bas. Il faut aller à la Villa 5 à la Villa 5 à 2h du matin. À 2h du matin pour savoir que tous les garçons ne sont pas garçons. Et ce qui est déplorable, et ce qui est même déplorable là-dedans, c'est de savoir qu'il y a certains Guinéens pendant ce temps-là qui veulent tellement faire les yeux doux, qui viennent gâter le nom de certains pour pouvoir avoir certaines positions. Et cela se fait, et c'est pourquoi aujourd'hui
quand on voit ça de près, on se rend compte que dernièrement, dans le dernier gouvernement que le président Alpha aussi avait mis en place, c'était des nominations par compte-gouttes qui venaient. Donc quand on voit toutes ces choses-là, moi j'en appelle quelque part au président du CNRD à faire très attention par rapport à ces nominations qui sont en train de venir. Et pour venir donc à se dire que réellement ce gouvernement n'était pas prêt à sortir cette semaine-là. D'ailleurs, sur ce que tu es en train de dire, c'est la période des vaches grasses pour les marabouts. Hein. Ah oui, bien sûr. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ça grouille chez les plus riches présentement. Ah oui, bien sûr. Et donc ce que j'ai voulu donc révéler, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement en tant que tel ils n'étaient pas prêts à le sortir cette semaine, mais il ne faut pas oublier que les décisions fortes ont déjà été prises cette semaine-là. Donc pour aller un peu dans le sens de ces décisions-là, il fallait très rapidement mettre certaines personnes à la tête de certains départements, notamment le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, pour les amener justement à pouvoir sécuriser le territoire et pouvoir rapidement mettre en place un système de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens. Donc il est important encore une fois de dire au président de la République, le président du CNRD, de faire attention, parce qu'encore une fois Tamba, ce n'est pas parce que Tamba dispose d'un très bon CV que les compétences de Tamba ne veulent pas dire forcément que l'organisation à laquelle il sera à la tête aura les mêmes compétences que lui. Et le véritable travail à faire à ce niveau-là, c'est de faire un travail au niveau du paradigme de ces cadres-là, de tous les départements, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il peut y avoir un directeur, on ne le connaît pas passé, un DAF qui est là pas passé, mais qui est beaucoup plus puissant que le ministre qui, malgré son envie de mener des réformes, a du mal à le faire. On a vu l'exemple du ministre Bano qui n'était pas par le passé, donc il faut faire très attention par là. De toutes les façons, il y a ce travail sur le management que les chefs de département devront consentir. Ça, c'est important pour conduire un département. Marc, pour terminer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fonction de ministre est beaucoup plus politique. Il y a à l'interne des départements des cadres techniques sur lesquels il va falloir miser. Donc, on espère que cette fois, on sortira de ces guéguerres où on a un ministre qui ne s'entend pas avec les cadres à l'intérieur, parce que quand le tableau est comme ça, ça va sans dire qu'il n'y aura pas de résultat. Rapidement, ce que je voulais dire, Tamba, c'est par rapport aux femmes. Tout à l'heure, tu posais la question. C'est vrai qu'on demande 30%. Et moi, je sais. Je suis convaincu. Non. Je sais une chose. C'est que si on sort même de ce quota, on peut même avoir jusqu'à 70% de femmes dans le gouvernement, parce qu'il y a des femmes capables. Mais en même temps, l'interpellation que je veux faire ce matin, c'est à ces femmes. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un changement de régime, ou quand il y a des informations sur la formation d'un gouvernement, on voit des structures qui se forment pour dire que nous existons. On voudrait aussi que quand il y a des nominations, il faut que vous comptiez sur nous. Je suis d'accord, c'est très important, mais en même temps, je vais saisir cette occasion pour inviter les femmes à exister dans les débats publics. Aujourd'hui, vous avez un sujet. Vous voulez parler économie. Vous voulez parler économie. Vous trouverez que des hommes. Des femmes ont fait économie ici, mais vous ne les entendrez jamais sur un sujet économique, sauf dans des émissions de femmes où on vient parler de leur parcours. Je pense que nous-mêmes, on se met dans une situation qui ne nous arrange pas. Il faut qu'on soit dans les débats. Il faut que quand on parle d'architecture, on voit des femmes. Quand on parle de droit, on voit les femmes. Quand on parle d'économie, on voit les femmes. Qu'on ne voit pas les femmes sur les plateaux pour parler de la condition des femmes. On ne peut pas se cloisonner à cela. Je vais vous laisser terminer en une phrase. Vous avez quand même observé l'animation de la vie publique, politique et autres. Il y a des contributions, par exemple, en termes d'opinion, des contributions techniques, mais c'est toujours des hommes. C'est toujours des hommes. Jamais une femme qui c'est vrai que la Guinée n'est pas le seul pays. J'ai vu que dans d'autres pays, par exemple, on a même exigé aux médias, lorsqu'il y a des débats, de respecter la question du genre. Mais c'est qu'au-delà, il faudrait que les femmes même puissent donner le ton. C'est vrai qu'il y a ce travail formidable qu'est en train de faire, par exemple, Brig Curtis, si je ne me trompe pas, cette jeune dame hier aussi, je ne me trompe pas de son nom, qui fait Curtis, voilà, qui fait cet excellent travail de recensement et d'identification. Mais il faudrait que les femmes qui se retrouvent dans des domaines précis, Monique Curtis, je me retrouve avec son nom de Facebook, excuse-moi. Donc Monique qui fait un excellent travail dans ce sens. Mais franchement, les femmes qui ont fait de grandes études doivent pouvoir se retrouver dans des médias pour parler des questions qui concernent la nation. On ne doit pas les entendre lorsqu'il s'agit de femmes ou lorsque seulement il y a des nominations. Il faut aller au-delà, il faut montrer qu'on existe, et ça, pas en cherchant forcément des fonctions, mais en participant au débat pour le pays. Femmes qui s'adressent aux femmes. Ah, au moins c'est dit, hein, et c'est dit de la meilleure des façons, et c'est Mav qui le dit. On va enchaîner rapidement avec vous, Moussaïro, on a encore 3 minutes. Finalement, Massila
est évacué. Tu nous as apporté la bonne nouvelle hier. Et oui, j'ai envoyé une image à la régie, à l'hôpital, à la clinique Saint-Augustin de Tunis, où elle est arrivée ce matin, au petit matin. Il faut se réjouir de cette évacuation malgré les difficultés qu'il y a eu. Vous vous rappelez quand nous avons fait le déballage ici après cette mobilisation. Merci de parler sans toucher ce truc-là. Décidément, c'est compliqué. Il grouille ce truc. D'accord, je ne vais plus y toucher. Merci beaucoup. Alors, après cette sortie ici dans les grandes gueules, vous vous souvenez, je crois que c'était vendredi dernier, le président s'est rendu au chevet de plusieurs malades du côté de Ignace Dine. Il a fait escale du côté de la cabine de Massila. Finalement, nous disons son nom parce que on est arrivé à un tel niveau. D'habitude, nous protégeons les victimes en ne disant pas leur nom. Mais celle-là, c'est une survivante forte qui décide elle-même de briser le silence, de parler, pour encourager d'autres femmes à ne pas rester dans leur mutisme quand elles sont victimes de ce genre de pratique. Et finalement, son nom est sorti à travers la pétition qui a été lancée par Malado Kaba, l'ancienne ministre, qui s'est jointe au groupe de femmes qui sont en train de mener le combat, notamment avec Jen Boiro, Mon Enfant, Ma Vie, Asma Obari et toutes les autres. Et donc, après l'arrivée du président, il a tout de suite décidé de l'évacuation de Massila du côté de la Turquie pour un premier temps. Et je pense qu'il y a eu des difficultés. C'était long, les tractations pouvaient être beaucoup plus longues. Et vous savez, c'est une course contre la montre pour sauver la vie de cette jeune dame. Et finalement, il y a eu des difficultés d'incompréhension, comme ça se fait le plus souvent. Et il faut saluer quand même le professionnalisme de l'équipe de professeur Taran, professeur Touré, l'équipe de la chirurgie de Ignace Dine. Ils ont été là à tout moment parce que c'était très difficile. Vous avez vu les images qu'on n'a pas voulu vraiment montrer parce que c'est insoutenable de la fille à cause des atrocités qu'elle a subies suite aux 5 interventions chirurgicales qu'elle a subies ici. Et donc, l'équipe était là. Et pour un premier temps, on a pensé à un avion médicalisé, notamment pour l'hôpital militaire de Rabat. Il y a eu des complications entre un médecin, le médecin conseil de Rabat, de la RAM, de la Royal Air Maroc, que j'ai joint ce matin, qui est accusé de n'avoir pas joué franc jeu dans cette histoire. Et du coup, ça s'est compliqué. On ne pouvait plus parler de l'évacuation du côté du Maroc parce que ça s'est compliqué avec les tractations qu'il fallait mener. Ça s'allongeait, en fait. Les démarches devenaient beaucoup plus longues. Bien évidemment, toutes les accusations qu'on porte contre lui, notamment la volonté d'avoir une certaine mainmise sur le dossier pour bénéficier, comme vous le connaissez le plus souvent dans notre pays. Il y a des gens qui pensent beaucoup plus à eux, à leur intérêt que l'intérêt des victimes. Et je pense qu'il a expliqué que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, que selon lui, il pensait plutôt à un avion médicalisé pour la sécurité de la fille. Mais malheureusement, ça prenait du temps. Et donc, il y a Dr Chaloub de la Caisse qui a fait un travail extraordinaire en 2 jours. Il a pu joindre... il a pu jouer de ses contacts pour prendre relation avec les gens de Tunis Air, notamment avec des médecins aussi du côté de la Tunisie. Et rapidement, on a permis d'avoir cette civière, parce qu'il paraît que pour faire la civière au niveau des avions commerciaux, c'est un peu compliqué. Il faut au moins 1 semaine à l'avance. Et heureusement, en 2 jours, il a pu avoir la civière et on a pu évacuer la fille. Bravo, docteur Chaloub. Il faut pas oublier surtout le travail qui a été fait par docteur Fouguet, le médecin de la présidence. C'est un monsieur. En fait, il faisait un travail et derrière lui, on contrecarrait, on essayait de créer d'autres difficultés. Heureusement, il a réussi à être vigilant, à déjouer tout ce qui était en train d'être fait derrière. Et en collaboration avec Dr Chaloub et l'équipe Choc qui est du côté de Ignace Dine, professeur Taran, professeur Touré et tous ces gens qui étaient là, ils ont pu faire le travail pour pouvoir évacuer la fille. Le plus important aujourd'hui, les images que j'ai envoyées, ils n'ont pas pu les mettre, mais elle est déjà arrivée là-bas. On a de belles images de la jeune fille, mais quand vous la voyez, l'atout de cette jeune dame, c'est sa force de caractère. Elle a un sourire extraordinaire, malgré tout ce qu'elle a vécu. Mais je pense qu'il faut prier le bon Dieu, croiser les doigts, qu'elle puisse s'en servir. Et surtout féliciter le président pour la diligence. Parce que ça a été tellement rapide. Vous vous rappelez l'année dernière, il y a quelques années en arrière,
l'histoire de la femme qui portait des quintuplés. Le travail qu'on a fait, il a fallu revenir à plusieurs reprises. Heureusement, elle est partie. Mais malgré son départ de ce côté, il y a eu des difficultés parce qu'il y a des gens. Il y a un budget d'évacuation à la présidence. Il faut auditer ce budget-là, savoir comment ça se passe. Parce que le plus souvent, il y a des médecins qui sont là, qui devraient être déployés pour accompagner des malades, qui ne partent pas, qui n'ont pas les primes qu'il faut pour pouvoir partir. Et là, il faut saluer le fait qu'il y a 2 médecins qui ont réussi à accompagner la jeune dame, en plus d'une personne qui doit rester à côté d'elle là-bas. Je pense qu'il faut auditer ce budget-là et faire en sorte qu'il aille aux personnes qui le méritent, aux personnes qui en ont besoin. C'est le cas de cette jeune fille. S'il n'y avait pas eu cette diligence du côté de la présidence, je pense qu'on serait encore à se ronger les pouces et elle serait encore là en train de souffrir de son mal que ces médecins ont pu mettre sur elle. Alors, vous avez suivi ce dossier sur nos antennes. Massila qui a été, pour ainsi dire, et ce n'est pas un abus de langage, qui a été déchirée. La dame se rapièce toute seule avec un mental d'acier grâce à la collaboration. Et ça, Moussa Hiro, on ne vous le dit pas souvent, mais bravo. Bravo pour ce travail. À vous, Moussa Hiro, votre ONG. Merci aussi à je crois que c'est Mon enfant ma vie, qui a lancé l'alerte. Et à toutes ces dames qui se sont mobilisées. Absolument. Il y a une dame derrière tout cela qui ne veut pas du tout, qui ne veut pas apparaître. Elle, dis-moi son nom en secret, moi je vais dire un peu. Non, on ne le dira pas parce qu'elle ne le souhaite pas. C'est elle qui nous a tout alerté. C'est elle qui m'a alerté, c'est elle qui a alerté Mon enfant ma vie et elle a fait un travail extraordinaire avec l'équipe de Yazdine. On a besoin de gens comme ça qui n'ont pas besoin de m'as-tu vu. Tu ne m'as pas vu, je fais ce que j'ai à faire. Je lui tire. Est-ce que je vais dire mon foulard ce matin parce que j'ai pas de chapeau. C'est mieux. C'est ça. Le foulard à la Yaïdaro, hein, si vous voyez le foulard de Moussa Hiro ce matin. Merci aussi aux médecins. On ne fait pas que taper sur les gens. Quand c'est bon, on dit bravo, docteur Chaloub et tous les médecins qui ont été évoqués. Tout ce qu'il y a à dire finalement, c'est que Massila puisse se relever comme elle était, en tout cas on l'espère, et on espère qu'elle nous reviendra saine et sauve. Continuez à réagir au hashtag espace GG, vous qui êtes familier de Twitter, et si vous préférez, réagissez au plus 224 657 39 13 13. Dans un instant, juste derrière la transition, on parle drépanocytose. Ce matin, notre premier invité, c'est une surprise pour vous, il s'est déjà installé. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show. Comme en Guinée, la mode et l'engagement ont souvent fait chemin commun. Et c'est généralement le cas des causes sociales et humanitaires qui requièrent un déploiement massif de bras et de sous. Le Runway Fashion Show est un exemple de ces projets portés en faveur de groupes cibles, de groupes spécifiques. Il s'agit d'un projet, cette fois, porté par l'artisanat, avec l'ambition d'une levée de fonds solidaire contre une maladie qui touche 20% de la population guinéenne, la drépanocytose. L'initiative, qui cristallise 4 grandes déclinaisons, poursuit la vision de lever des fonds et du sang en faveur des drépanocytaires de Guinée. Et nous posons les questions sur ce qu'il faut savoir sur la drépanocytose, plus globalement prise. Et quelles seront les grandes déclinaisons du projet Runway Fashion Show? Aïchatou Diallo sera dans ce studio dans quelques minutes. Mais avant, Théophile Fassamano est en studio. Vous le connaissez comme animateur, comme journaliste. Eh bien, Théophile Fassamano va nous parler de drépanocytose ce matin. Bonjour Théophile. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Ça fait bizarre. Très très bizarre. On va commencer avec vous justement. Je pensais qu'il nous rejoignait pour le débat et puis je vois drépanocytose. J'ai dit ok, parce que même à l'interne on ne connaît pas un peu ce côté docteur. Il est on le connaît slammer. Étudiant. Il est étudiant en médecine. Voilà. Alors ce matin on s'intéresse donc à cette maladie qui semble banale aux yeux de tout le monde, mais dont les victimes souffrent énormément. Dites-nous, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette maladie, comment vous lui expliquerez ça de façon très brève?
Merci pour l'invite. La première des choses, c'est rappeler et dire à tous que je ne suis pas un spécialiste, mais justement, puisque je fais des études de médecine, on nous apprend. Dans le micro, on nous apprend, on nous apprend, on étudie. Et voilà, on va faire l'effort de faire le global. Pour tous qui voudront des spécificités, il y a des spécialistes qui ont étudié ça et qui peuvent vous donner d'amples infos. Alors, on va aller en termes simples pour que les auditeurs puissent aussi comprendre. Alors, c'est quoi la drépanocytose? En termes simples, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine. Alors, génétique, entendez par génétique, les gènes, c'est lié à nos gènes, c'est-à-dire c'est ancré, c'est en nous quand on l'a. Et l'hémoglobine, c'est le constituant principal du globule rouge. Le globule rouge, c'est le constituant du sang. Alors, notre sang est constitué de globules rouges et le rôle principal de cette hémoglobine, c'est le transport justement de l'oxygène, l'oxygène dans notre corps. Notre organisme est une vraie machinerie. Alors, c'est comme un four où il y a des réactions qui se passent. Des réactions dans notre corps, on appelle ça des réactions de destruction, de catabolisme, et certaines d'anabolisme, de construction. Alors, les déchets doivent être évacués. Il y a plusieurs façons pour évacuer ces déchets. Mais ici, on parle d'un déchet qui est un gaz. Donc, le dioxyde de carbone, le carbone qu'on doit faire sortir. Celui donc, qui est chargé de nous faire circuler cet oxygène pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions vivre et pour que ça puisse toucher tous les organes, c'est cette hémoglobine. Alors, cette pathologie s'attaque donc à cette hémoglobine qui a pour fonction de nous distribuer de l'oxygène dans le corps. Donc, d'où son caractère assez central et assez dur. Alors, j'en viens. Alors, à quel moment on dit que cette personne est malade de drépanocytose? Les globules rouges ont une forme qu'on connaît tous, une forme normale, c'est en forme de disque. Alors, chaque partie est une partie... En clair, un rond. Un rond, voilà, c'est un rond. Et chaque partie est une partie assez creuse. Sauf que une personne atteinte de drépanocytose a des globules qui sont déformés. Pourquoi cette déformation? Au sein de l'hémoglobine, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des chaînes, il y a 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Donc ces chaînes bêta, ce sont elles qui ont un problème. Et donc, ce sont elles qui sont anormales. Les grandes donc, sur l'hémoglobine, il y a 2 parties donc normales, 2 parties anormales. Donc, ça fait que l'hémoglobine devient anormale. Et on appelle ça l'hémoglobine S. Pourquoi S? C'est un sigle, c'est la lettre en anglais. Si je prononce bien, on appelle cycle. Ça veut dire fossile. Donc, c'est en forme de fossile. Du coup, vous voyez que l'hémoglobine, le globule rouge, n'est plus en forme de cercle, mais c'est en forme là de fossile, comme quand vous partez dans les champs et puis vous voulez défricher. Ça fait que un peu comme un croissant linéaire. Exact. Il y a même des croissants, il y a d'autres en forme. Un croissant, c'est quand il y a peu d'oxygène à l'intérieur. Donc ça fait qu'une personne atteinte de drépanocytose a en son sang des globules rouges normaux et des globules rouges qui ne sont pas normaux. Donc ça fait que ça cause un problème assez difficile, un problème surtout de fatigabilité. Rapidement, avant que tu me poses ta question, de fatigabilité. On se fatigue parce qu'on manque d'oxygène. Alors, bref, fatigabilité, on s'essouffle vite. On s'essouffle, il y a cette fatigabilité, on s'essouffle. Et même dans les cas sévères, il y a une tachycardie parce que puisqu'on n'a pas assez d'oxygène, le sang, le cœur qui propulse le sang pour qu'on respire, pour que ça passe normalement, accélère parce qu'il y a un manque d'oxygène. Du coup, il faut pomper beaucoup de sang pour que ça puisse compenser ce déficit. Et donc, ça nous amène à un... Donc, le cœur travaille plus vite et ça nous amène à un essoufflement, ce qui amène même parfois à des difficultés respiratoires. Ça, c'est une partie assez grave parce qu'on n'a pas assez d'air et donc on a la difficulté de respirer et on peut y passer si c'est pas traité. Alors, quand on parle de drépanocytose, le plus souvent, on dit ceux qui ont la chance peuvent aller jusqu'à un certain âge. Alors, à quel âge est circonscrit vraiment la drépanocytose? Est-ce que les enfants, des jeunes, des adultes peuvent être drépanocytaires? Oui, et il y a des zones circonscrites. C'est comme quand on parle de paludisme. Il y a des zones assez circonscrites où on les retrouve. Il y a d'abord différents types, non, de drépanocytose. Oui, justement. On parle de AS, de S, je ne sais pas trop. D'accord, je vous explique. Alors, je parlais donc de différents sites, différentes régions. On parle des Antilles, on parle des zones de l'Afrique noire où il y a ce type de maladie. Et justement, il n'y a pas d'âge. Alors, parce que ça se passe dès la conception, où les 2 parents
sont porteurs sains ou sont malades. Vous comprenez? Alors, à quel moment on parle de AS ou quand l'hémoglobine est normale, c'est ce qu'on appelle, c'est un consensus, hein, on appelle A. Et lorsque c'est anormal, où il y a c'est en forme de fossile, ça fait S. Alors, on est porteur sain. Et c'est alors plus compliqué quand c'est on est porteur sain quand la partie A est plus grande que la partie S. Parce que la partie S, c'est récessif, ça ne domine pas. Pour être malade entièrement de drépanocytose, il faut que ton parent, le papa, soit porteur sain, c'est-à-dire il a normal et anormal en bas, la maman anormal et anormal en bas, et donc dans les mélanges divins là-bas, et donc les enfants... Les anormaux se rencontrent. Voilà, les enfants peuvent être, sur 4 enfants, tu peux avoir 3 qui sont sains, tu peux avoir un qui est sain, un qui est porteur, et un autre où la partie anormale du papa et la partie anormale de la maman se sont rencontrés, et c'est ce qui fait SS, parce qu'il a pris ça. Donc c'est un peu ça. Donc pour répondre à ta question, c'est à tous les âges, parce qu'il va naître avec. C'est une maladie congénitale. Exactement. Il naît avec, et du coup ce qui fait qu'on définit ce type d'âge, c'est très difficile à gérer, parce que il faut suivre des traitements. Des médicaments, des traitements spécifiques. Et les manifestations rapidement sont à 3 niveaux. D'accord, on va faire très vite. Pour terminer. Pourquoi on dit que c'est une pathologie assez grave? Parce que ça provoque premièrement ce qu'on appelle l'anémie. L'anémie, un manque donc d'hémoglobine. Du coup, tu n'as pas assez d'oxygène et tu en manques. Ça, c'est un problème. Et du coup, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps dans ce stress, tu es tout le temps essoufflé, tu as du mal à respirer, tu ne peux pas faire des travaux physiques et ainsi de suite. Et puis, il y a des crises de douleur. Parce que ça concerne l'hémoglobine, ça concerne les globules rouges qui sont fabriqués dans les os, la moelle osseuse. Du coup, quand ça manque, les personnes sont fragiles, des arthroses et ainsi de suite. Et puis, ces personnes sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus accessible face à certaines infections. Ce qui fait d'ailleurs que la maladie est assez grave, parce que ça touche les reins, ça touche les yeux, ça touche les poumons, ça touche la rate, ça touche tout, les organes, comment on appelle ça, les organes nobles? Les organes, oui, nobles, le cerveau, et surtout le cerveau, parce que le cerveau consomme assez d'oxygène, et donc des vertiges et tout ça, ce qui fait que ça devient très grave, parce qu'on n'arrive plus à respirer, et parce que surtout, on est ouvert à plusieurs autres maladies, et ce sont des traitements à vie. Donc il faut que les parents, avant de se marier, fassent des tests prénuptiaux, parce que sinon ça joue sur l'enfant, et ça joue dans son domaine scolaire, son domaine professionnel, parce qu'à la longue, il y a des métiers qu'il ne peut plus faire, et dans l'autre cadre, il y a parfois des choses dont on ne peut pas parler, et ça fait que les enfants ne vivent pas bien, et certains arrivent à mourir, surtout quand on n'a pas de moyens. Il faut inviter donc les parents à se faire dépister, et à prendre soin des enfants quand ils savent qu'ils sont malades. Je pense que le message est complet, les implications de la drépanocytose, les contraintes au niveau des soins de cela. Il va être question maintenant avec notre invité qui a accepté de partager avec nous son projet, mais aussi son expérience personnelle justement, vu qu'elle en a souffert. Je ne vais rien dire avant elle. Nous la recevons maintenant à la place de Théophile. Théophile, merci d'être passé nous poser ce décor. Merci beaucoup et à la prochaine. On va donc avec vous, Caps. Vous avez écouté ce balisage, permettez l'expression, de Théophile. Oui, effectivement, Théophile vient bien de nous planter très bien le décor là-dessus, parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui que c'est une maladie qui n'est pas souvent trop connue par les gens, parce qu'on y va à négliger cette maladie pour beaucoup, pendant que cette maladie fait vraiment un ravage dans notre pays. Donc il sera important aujourd'hui qu'il y ait une plus large communication qui puisse être faite autour de cette maladie-là, afin de pouvoir sensibiliser surtout les parents qui puissent se prêter à ce dépistage-là avant bien entendu le mariage, pour qu'ils puissent savoir est-ce que le couple est dédié pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir éviter justement qu'on connaisse cette maladie qui en soi peut être vraiment très fatale pour l'enfant qui naît avec, mais aussi qui a des répercussions non seulement sur le milieu scolaire, sur le milieu professionnel, comme il était en train de le dire. Donc encore une fois, il faut plus de sensibilisation vis-à-vis de cette maladie-là. Caps le dit si bien, Théophile aussi, avant de vous marier, allez vous faire dépister. On prend notre invité dans une seconde. Les grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus.
donc en ce studio, le Runway Fashion Show. On en parle maintenant avec Aïchatou Diallo. Elle s'est installée, elle est initiatrice du projet dont nous avons parlé depuis l'entame de cette émission. Elle porte un projet et ce projet justement, un projet bâti sur l'artisanat, notre culture, l'art, mais aussi avec une vocation, celle de lever des fonds au profit des Guinéens souffrant de drépanocytose. Madame Diallo, bonjour. Il faudra le faire dans le micro. C'est bon, là c'est bon, tout le monde m'entend. Bonjour, bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Donc merci de m'avoir reçu ce matin. C'est aussi un plaisir et un honneur de vous recevoir. Première question avec vous, mon cher Caps. Voilà, donc parlez-nous de votre projet dans sa globalité, qui est le Runway Fashion Show. Fashion Show, voilà, allez-y. Maf, traduction. Moi, la première question, parce que je ne sais pas c'est quoi la contradiction. D'accord, Daouda, permets Caps. Voilà, la première question, parce que la dernière fois, on a... Ça, c'est la première question. Voilà, on a couvert une de vos activités. Vous avez été présenté comme drépanocytaire. Vous l'êtes vraiment? Alors oui, je suis drépanocytaire de type SS à 97,2%. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur l'intégralité de mon organisme, on n'a que moins de 3% de globules qui sont vraiment saines globules. Donc oui, je suis drépanocytaire. Et ce, depuis ma naissance, on l'a détecté en 96. Lors d'une crise qui m'a valu après 3 mois d'hospitalisation à Donka. Tu avais j'ouvre la bouche comme ça parce que on dirait pas, quand on me dit SS, quand on me dit quelqu'un qui est drépanocytaire SS, on a une toute autre image. Souvent maladie, c'est normal. Mais elle rayonne. Alors c'est normal et ça s'explique, Gaga. Pourquoi? Parce que la drépanocytose, c'est c'est un ensemble de procédés de bonne vie, j'ai envie de dire. Donc c'est d'abord le suivi médical qui, de mon côté, j'avoue, a été excellent depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Ensuite, c'est une hygiène de vie. Donc une hygiène de vie, là vous remarquerez, malheureusement les auditeurs ne pourront pas voir que je porte une jupe super ample. Parce qu'il ne faut pas être dans des vêtements super serrés. Il ne faut pas être dans des endroits petits ou mal aérés, dans des espaces serrés. Il ne faut pas être dans des endroits où il y a de la fumée, telle que la cigarette. Il ne faut pas s'épuiser. Il faut boire 2 litres d'eau, enfin 2 bouteilles de 1,5 litre par jour, donc 3 litres d'eau. C'est tout un procédé. Il faut dormir entre 8 et 10 heures. C'est vraiment tout un procédé. Et quand on le respecte, après on est bien. Mais soyez sûr que j'ai des photos ici, si je vous les sors, vous verrez la différence. Vraiment la différence. Des photos de vous, malade. De moi étant malade, en situation de crise extrême, elles sont choquantes. C'est pour cela que je ne les partage pas. Mais sachez qu'en situation de crise, moi je pleure comme un enfant de 2 ans. Excusez-moi, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'en ai 35. C'est incroyable parce qu'on nous disait que des gens qui ont cette maladie, c'est des idées reçues. Il y a même des limites d'âge. On ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Il y a des limites d'âge lorsque le suivi n'est pas correctement effectué. En fait, si vous voulez, dans la drépanocytose, on a 3 âges critiques. On a les 0 à 5 ans, donc dans la 5e année. Moi, j'ai fait ma première crise, on a su que j'étais drépanocytaire SS à cet âge-là. Le taux de mortalité pour les enfants de 5 ans est de 60%. Il est énorme. Ensuite, après, quand tu dépasses ce cap, tu as un autre cap à 18 ans où le pire peut arriver. Effectivement, moi, à 18 ans, je n'ai pas fait de crise, Dieu merci. Par contre, à la 25e année... Oui, on parle de 25 ans. Exactement. Là, j'ai été 10 jours en réanimation. Et c'est survenu... si je raconte comment ça a commencé, c'était tellement pas possible que voilà. Alors, ça a commencé comment? C'est bien qu'elle partage son histoire. Si tu permets justement, on abordera cette histoire-là, parce qu'il y a effectivement pas mal de choses intéressantes dont on a parlé en préparation de cette émission. Elle veut bien les partager avec nous et nos auditeurs, ça pourra aider plus d'un. Mais à tout ce qu'on va faire, on se retrouve dans seulement 10 minutes, et puis on repart avec cette émission. Restez avec nous.
L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme
prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà.
Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Justement cette interview qui a été qui s'est estampée justement du fait de la publicité. Elle est déjà installée en ce studio. Elle a initié le projet Runway Fashion Show, un projet pour soutenir les malades souffrant de drépanocytose en Guinée. Nous aborderons avec Aïchatou Diallo les préconisations de ce projet-là. Et puis derrière elle, nous allons plonger en milieu fermier cette fois-ci pour aborder une histoire bien banale au départ qui a fini par se compliquer pour les fermiers, notamment les couvoirs guinéens qui se sont vus boycottés au profit de couvoirs étrangers. Mais heureusement, il y a cette étude du ministère de l'élevage qui a permis de connaître le fin mot de l'histoire. Grâce à cela, justement, l'activité peut redémarrer. Donc des fermiers que nous allons avoir, Mama Diarra et Eladj Diakité, fermiers locaux, et puis docteur Kouramoudou Berete, il est vétérinaire au ministère de l'élevage. Nous l'entendrons dans le cadre de cette émission. D'ici là, vos réactions d'abord sur Twitter. On va le faire comme tous les vendredis à la régie. Voilà, ils l'ont compris. C'est Habib Orekoubi So qui nous écrit salut, la radio 2.0. La semaine-là a été la plus décisive du CNRD. Plus de 100 douaniers suceurs de sang envoyés à la retraite. Les barrages de nos routes levés, le couvre-feu levé, un ballot vient en Guinée. C'est nous en voyage hors du pays. 4 ministres nommés. L'inventaire est complet, mon cher Habib Orebikiu. Merci de cette réaction. CC Jean-Louis Abba le Bourgeois nous écrit bonjour le maestro, nous remercions le CNRD sur l'allègement des mesures barrières du Covid-19. De passage, nous sommes impatients de voir la nomination des autres cadres dans les différents ministères, sans oublier la promesse de non-recyclage des cadres, nous dit CC Jean-Louis Abba le Bourgeois. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, Fatoumata Keita. Ah, ça n'arrive pas souvent pour une femme. Ça n'arrive pas souvent. Bonjour les GG. Nous remercions les autorités pour le premier pas et nous espérons que la parité et l'équité dans le gouvernement y seront. Elle continue. Surtout, ne pas oublier de promouvoir le leadership féminin national. Vivement la féminisation et le rajeunissement du gouvernement. Eh ben, on va voir ce qu'il en sera. On poursuit donc lecture de ces messages avec Mohamed Diawara. Bonjour les GG et à toute l'équipe du jour. C'est pas le recyclage le vrai problème. Le problème, c'est comment avoir des hommes et des femmes intègres, honnêtes, compétents et animés de bravoure et d'amour pour la nation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci donc Mohamed Diawara pour ce message. Mamadou D. Diallo depuis la France nous écrit bonjour Tamba. Bien sûr, les deux discours sont contradictoires. Pas de recyclage et pas d'exclusion, mais je crois parmi les mauvais, il y a forcément des bons. Donc, il faut un bon tri, nous dit-il.
pourquoi? C'est ce que ça veut dire. Pourquoi pas en trouver certains, enfin, le POU 4, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, là, je suis pas habitué des abréviations. Mieux ne pas abréger, en tout cas pas les vendredis, s'il vous plaît. On continue lecture de ces messages. Tidiane Botegueba nous écrit « La manière dont le CNRD fonctionne, cela me dit qu'il veut donner un signal fort à ceux qui souhaitent une transition brève, car il prouve pour une transition réussie, il faut du temps. » Tidiane Botegueba depuis Douala au Cameroun. Ah, ça fait plaisir de te lire. Le Cameroun. Bonjour les GG, c'est Ernest Dopavogui qui nous écrit. Je crois que c'est une bonne stratégie dans la nomination parce que plus nous allons lentement, plus nous choisissons ceux qui seront à la hauteur des postes ministériels parce qu'en ce moment, nous avons besoin de compétences, qu'ils soient recyclés ou pas, nous dit Ernest Dopavogui. On poursuit lecture de ces messages s'il y en a. Excellence, Timbo le Guinéen nous écrit aussi. Il dit bonjour les GG concernant ces différentes nominations au poste ministériel. C'est un acte à saluer, mais le président devrait faire une nomination collective au compte des départements ministériels. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Est-ce qu'il y en a un autre? Nous en ferions lecture rapidement. Youssef Kaba nous écrit « Aucun cadre n'avait été contraint de soutenir le troisième mandat. Ceux qui tenaient à sauvegarder leur intégrité ont préféré démissionner. Il faut noter que ces décrets faisaient cas de ministres délégués alors qu'il n'en existe qu'un seul dans la structure gouvernementale. Ah, ça c'est une observation plutôt intéressante. Keita Mamadi Dr K nous écrit « Bonjour Tamba et bonjour à tous. La drépanocytose, enfin un qui parle de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche beaucoup de personnes. Deux parents se marient ne connaissant pas qu'ils sont des porteurs sains. Enfin, Tamba, ces enfants souffrent énormément. La douleur est terrible. C'est Dr K qui nous écrit. Est-ce qu'il y en a un autre? Bonjour les GG. Vraiment merci à Madame Hierro et à son ONG, ceux qui sont impliqués de près ou de loin pour aider cette brave femme. Que Allah vous récompense de la plus belle des manières. C'est la Guinée qui gagne. Sidi, le Guinéen Diallo, qui nous a écrit. Et puis, sur mon téléphone, pas mal de réactions aujourd'hui aussi. Abou Poutine, le Banco nous dit merci au colonel par formation du gouvernement. À l'Alpha, enfin, je t'invite de former des gouvernements de meilleurs cadres. Former un gouvernement de façon régionaliste sera pas bon pour l'avenir. Comme proposaient certains bon, enfin, c'est bien noté. Sinani qui nous écrit à toute l'équipe bonjour. À toute l'équipe, dire qu'on ne doit pas recycler certaines personnes qui ont contribué à la campagne du troisième mandat du président Alpha Condé est synonyme d'une mauvaise foi par les militants de l'UFDG. Ah, chacun a son problème, mon cher Sinani, c'est bien noté. Et puis, un autre qui nous écrit également, je ne vois pas son nom, mais il dit bonjour, Tamba à toute l'équipe. J'avoue sincèrement que les actes posés par le CNRD sont salutaires. Par ailleurs, c'est une maladie qui ferme la porte pour beaucoup de filles de trouver un mari, nous dit-il. Merci à vous pour l'initiative et merci également à vos invités. C'est Poulo Toro Linsan qui nous écrit. Il semble y connaître un rayon. Voilà, on va voir s'il y a un autre. Le tout dernier, c'est mon homonyme, souffrez que je lise ça. C'est bien Diakariaou Bournombo qui écrit « Bonjour Homo, mes sincères félicitations à vous les GG et aux autorités de la transition pour avoir facilité l'évacuation de cette fille violée, pour avoir des soins adéquats à l'étranger, pas de recyclage des membres de l'ancien Parlement pour le CNT, que cela soit clair. » Au moins, c'est dit. On retourne donc en studio avec vous, très cher, ça va être Moussa Hierro, vous posiez la question. Je posais la question pour qu'elle partage son expérience. Vous parliez justement de cette crise que vous aviez faite et qui était vraiment compliquée. C'est important que vous partagiez cela avec les auditeurs. Surtout après, on parlera des côtés positifs parce que tout n'est pas que négatif. Il y a un auditeur qui le disait tantôt que c'est très difficile pour certaines femmes, jeunes filles, d'avoir des maris. Pourtant, elles peuvent faire des enfants. Il suffit juste de prendre les précautions. Je pense que cet auditeur sait exactement de quoi il parle. Je dirais pas que c'est difficile
pour les femmes atteintes de drépanocytose d'avoir un époux. Mais disons que c'est compliqué qu'elles conservent leur foyer. Ouais. C'est compliqué pour 3 raisons. D'abord, la raison qui est à 60 voire 80% celle qui est à la base du divorce, c'est la pression familiale, donc de la belle famille notamment. La pression de la famille, pourquoi? Parce que la belle famille, pourquoi? Parce que un patient drépanocytaire, marié ou pas, est tout le temps fatigué. Donc, quand on est fatigué, on ne peut pas faire certaines tâches ménagères, on ne peut pas tout le temps faire la cuisine, encore moins faire la lessive. Le linge, la vaisselle, encore ça va, mais le linge, surtout fait comme on le fait chez nous, c'est un gros effort physique. Et on ne peut pas le faire. Donc, on peut facilement, les belles familles, ils peuvent facilement le juger. Et vous traitez de fainéant, qui ne veut rien faire. Exactement. Voilà, exactement. Comme d'ailleurs, moi, ça a été le cas, mais plutôt au niveau scolaire et professionnel. Donc très souvent, on est taxé effectivement de fainéants, de personnes qui aiment se dérober, de personnes qui aiment prendre leur temps. Entre-temps, on prend notre temps parce qu'on n'a pas le choix. Tout à l'heure, je montais, vous êtes au 4e. Madame Hierro m'a dépassé. Je prenais tout mon temps parce que j'ai des tachycardies. Donc, si je cours vite, je suis essoufflée et je ne peux plus respirer. Donc, la belle famille doit comprendre que une femme qui arrive dans cette famille-là, c'est aussi un enfant à part entière de la famille. Et il faut, à compter de ce moment-là, être indulgent au même titre qu'on le serait pour sa propre fille. Donc ça, c'est le facteur qui bloque à, disons, 60-80%. Ensuite, au-delà de ces jugements-là, il y a la remise en cause de la fertilité. La remise en cause de la fertilité, pourquoi? Parce qu'une grossesse drépanocytaire est une grossesse à risque. Toutes les grossesses sont à risque, certes, mais la grossesse drépanocytaire encore plus. Dans les pays développés comme la France, ces grossesses-là sont suivies dans des maternités de niveau 4. Une maternité de niveau 4, c'est une maternité qui se prépare à un accouchement à tout moment ou à une interruption à tout moment. On peut avoir, moi personnellement, j'ai eu une de mes cousines qui a eu 2 fausses couches durant ces différentes grossesses. Elle a eu aujourd'hui 3 beaux enfants, toutes des filles, mais elle a quand même fait 2 fausses couches. Les fausses couches sont régulières au niveau des drépanocytaires. Parce que quand on est déjà normal et qu'on a un enfant, on est enceinte, on te met sous acide folique. C'est un médicament qui corrige l'anémie. Alors imaginez une personne qui prend de l'acide folique toute sa vie, qui doit en plus reprendre une double dose parce qu'elle doit partager le peu de sang qu'elle a avec son enfant. Ça devient compliqué. Donc la fatigue, elle est tout le temps là. Les risques de complications sont tout le temps là. Les risques de fausses couches sont tout le temps là. Et on sait tous que dans les familles, quand tu tardes à avoir un enfant ou quand tu as plusieurs fausses couches, après on en arrive à te dire, est-ce qu'elle n'est pas stérile? Est-ce qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'avortements? Est-ce que D'accord, on va aller avec le si vous permettez, il y a quand même cette expérience qu'il va falloir partager avec nous, la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez, par le fait de cette même maladie, perdu un très très bon travail. Tout à fait. Alors, je suis une spécialiste de la com qui évolue depuis 13 ans dans ce milieu. Et donc, j'ai travaillé dans différents pays africains, notamment la Côte d'Ivoire où j'étais country manager. Donc, country manager entièrement prise en charge, très bien rémunéré, mais avec des crises répétitives. Mes crises répétitives pouvaient s'expliquer. Hein. Je venais dans un pays où je n'avais pas de famille, où je connaissais personne et où j'avais de gros objectifs à atteindre. Donc j'avais une pression énorme. Je vivais où je travaillais. Une pression, mais véritablement une grosse charge. Une grosse charge, exactement. De travail. Une grosse charge de travail. Je vivais où je travaillais. J'avais une équipe de 10 personnes qu'il fallait gérer. Pour que vous puissiez comprendre, le capital de la société était de 500 millions de francs CFA. Et j'avais à charge de la développer et j'avais que 10 mois pour le faire. Donc je travaillais très souvent et l'inévitable arriva. Donc j'ai fait une crise, ça se comprend parce que je dis toujours à mes employeurs que je suis drépanocytaire. Une deuxième crise, puis une troisième. À la troisième, on m'envoie un avertissement, oui, mais à chaque fois que tu t'installes, à chaque fois que tu fais une crise, c'est 3 semaines, c'est 2 semaines parce que ça peut être très long. Et pendant 3 semaines, nous, on n'a personne, on est obligé d'envoyer quelqu'un de Dakar pour prendre la relève, etc., etc. Ça ne peut pas continuer. Donc il faut que ça s'arrête. Mais jusque ce n'est pas des choses que moi je maîtrise. Donc, de fil en aiguille, oui, rappeler à Dakar pour un échange,
cet échange, finalement, il sera celui qui va être l'échange final. Fatal. Donc, fatal, c'est ça. J'ai perdu ce travail-là où j'étais à 1,2 million francs CFA, c'est pas peu. Logé, voiture de fonction et tout. Je l'ai perdu parce que j'étais drépanocytaire. On poursuit donc, avec le Runway Fashion Show. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est prévu? Alors déjà, avant d'expliquer ce que c'est, je vais expliquer ce que c'est que le Runway Fashion Show. C'est fait exprès de choisir un nom en anglais parce que je voulais donner et conserver cette dimension internationale-là de l'événement. Donc le runway, si vous voulez, en français, c'est un podium sur lequel défilent les mannequins. Donc fashion, c'est toute activité liée à la mode. Et le show renvoie plutôt à la prestation scénique et artistique. Donc en résumé, le Runway Fashion Show est une initiative qui ambitionne de valoriser et d'exporter aussi le savoir-faire artistique et artisanal guinéen. Donc, nous avons cet événement-là qui est prévu en décembre, le 10, le 11 et le 12, et qui ambitionne, au-delà de la mise en avant de la destination Guinée, la levée de fonds pour les patients atteints de drépanocytose. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, en dépit du fait que nous sommes 20% de la population, c'est énorme. 20% de la population, on devrait aujourd'hui être à mesure, la population guinéenne. On est 50 millions de patients à travers le monde et en Guinée, on est 20% de la population. C'est énorme. Ça fait près de 200 000 patients. Et je me dis que si on a ces chiffres-là, c'est parce que quelque part, on en a encore plus, mais qui n'ont pas été identifiés. Et si on en est à ça, aujourd'hui, on devrait avoir une politique nationale de lutte contre la drépanocytose qui replace les drépanocytaires dans leur, j'ai envie de dire, dans leurs droits. Le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit au suivi médical et surtout à l'accessibilité des soins. Alors, parlons. Et Maf, je te rends la parole tout à l'heure. Ils sont nombreux à suivre ça sur Facebook. Il y a un qui témoigne en direct. C'est Aboubakar Mansali Kamara qui dit bonjour les GG, je suis un drépanocytaire SS. Et il poursuit, nous souffrons trop en Guinée, il n'y a pas de prise en charge. Ma dernière croisée, mes parents ont dépensé 3 millions de francs guinéens. Quand on est drépano en Guinée et pauvre, la personne meurt, nous dit-il. Il a raison. C'est dans ce sens justement que va ma question. Concrètement, avec ce projet, vous misez sur la mobilisation des fonds. Comment est-ce que vous comptez aider avec ce que vous obtiendrez? Alors, nous misons effectivement sur la mobilisation des fonds et nous avons des objectifs pour la première année d'exécution, donc qui va commencer en janvier 2022. Il faut savoir que nous sommes en collaboration avec le centre SOS Drépa Guinée de Morikantea, qui en fait ici est le centre de traitement par excellence de la drépanocytose. En 2020, ils ont enregistré 1249 patients drépanocytaires. On ne pourra malheureusement pas tous les prendre. Sur les 1249 patients drépanocytaires, on a à peu près 580 patients de 0 à 10 ans. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est sur ces 500 patients-là, de prendre 200 patients qui vont être vaccinés pour la première année en vaccination complète. D'accord. Alors, la vaccination complète, elle est importante parce qu'elle immunise l'organisme contre les infections et du coup réduit les possibilités de crise. Vous nous avez dit que vous en avez pris 13 vaccins. 13 au total. Et l'unité en moyenne, c'est... En francs guinéens? En francs guinéens, c'est 1 million le Prévénard. Il coûte à la pharmacie 1 549 000. Et chaque patient doit prendre 2 doses. Donc en gros, pour la première année, tu prends une dose de Prévénard, 2 mois après, tu fais un rappel. Et 3 ans après, tu refais la même chose. Ensuite, c'est pas le seul, malheureusement, il y a le Nimenrix qu'il faut aussi. Alors pour que vous puissiez comprendre, le Prévénard, c'est pour éviter les infections à méningocoque. Donc il y a ensuite le Nimenrix. Tu es devenu médecin. Oui. Alors entre parenthèses, avant que je ne revienne sur mes propos, j'ai dû, parce que j'étais tellement de fois hospitalisée, j'ai dû faire une formation en délégation médicale et travailler dans le milieu hospitalier pendant 3 ans pour comprendre comment fonctionne la prise en charge. Et j'ai été déléguée médicale pendant 3 ans. Donc j'ai fait tous les services de l'hôpital, de la maternité aux urgences en passant par l'hospitalisation au Sénégal. Et donc, je connais très bien la prise en charge aujourd'hui d'un patient en situation d'urgence
Et d'ailleurs, une des crises que j'ai faites ici en novembre 2019, si je ne savais pas ce qu'on me mettait et ce qu'on me faisait, ça risquait d'être encore plus compliqué. Parce qu'on a traité un palu, on a voulu traiter un palu, parce que les similitudes sont juste extraordinaires, alors que je ne souffrais pas de palu, je souffrais d'une drépano. Donc il a fallu que je dise aux médecins, attention, ce que vous mettez, c'est un antipaludéen, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une hydratation salée, j'ai besoin d'un antalgique, j'ai besoin d'un anti-inflammatoire et mettez-moi ce produit et ce produit à telle dose et sur telle heure. Et c'est passé comme ça. Oui, voilà, moi je vais revenir sur cet événement de levée de fonds. Par quoi est-ce que vous voulez... Comment vous voulez... Ça peut être la dernière ou l'avant-dernière question. Voilà, comment vous comptez faire cette levée de fonds? Est-ce que vous parlez de show, c'est un concert qui est organisé, etc. Comment vous comptez vous y prendre pour la levée de fonds? Alors, nous comptons dans un premier temps sur l'événement en lui-même, notamment par la vente des cartons d'invitation qui vont permettre aux clients d'accéder, en tout cas aux invités d'accéder à la salle. Donc on a 3 dates. On a une date qui est prévue pour une soirée privée dans un hôtel de la place. On a une autre date qui est prévue pour un espace plus grand public, donc au niveau du palais. Et ensuite on a une expo-vente qui va permettre de lever des fonds. Mais cela ne suffira pas parce que, comme je disais tout à l'heure, 200 enfants avec a priori à peu près 5 millions pour un enfant, on se retrouve à près d'1 milliard. Donc on ne peut pas, la vente ne pourra pas le faire. Donc nous lançons un appel à toutes ces bonnes volontés qui peuvent être des mécènes, à toutes ces sociétés qui veulent avoir en tout cas un fort impact social ou impacter la vie des jeunes Guinéens. Venez, soutenez-nous. Aujourd'hui, nous avons des cotations de différentes pharmacies. Vous pourrez directement payer au niveau de ces pharmacies. On ne veut pas forcément recevoir l'argent. On veut juste que les médicaments soient payés. Donc faites-le. Et une autre des activités que nous avons, c'est la journée don de sang qui est prévue le dimanche 31 octobre prochain de 9h à 17h au Palais. Venez donner votre sang. Venez donner. Oui, vous m'appreniez que pour les drépanocytaires, le sang, il était gratuit. Ailleurs. Et ça, c'est un réel problème chez nous. Le drépanocytaire aujourd'hui voit sa vie 2 fois plus risquée parce qu'il n'a pas accès au sang. Le sang est ici, disons pas facile d'accès parce qu'il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, on est obligé de ramener des personnes pour remplacer le sang parce que la banque de sang, elle est vide. Ou quand ces personnes ne sont pas là, on est obligé de payer des jeunes pour que ces jeunes puissent donner de leur sang. Donc, du coup, il n'est pas gratuit. On doit le rendre gratuit. Moi, j'ai reçu plus d'une vingtaine de poches de sang entre 1996 et 2018, mais elles ont toujours été gratuites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Elles doivent être gratuites ici aussi. Il faut qu'on rende cette chose-là gratuite. Il faut donc que le sang soit gratuit. Question. Joignable au 624 24 37 44. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît? 624 24 37 44. D'accord. Et nous sommes aussi joignables par mail. Donc ça va être contact@runway RUNWAY _fashionShow.com. Fashion show, fashion, vous savez, show aussi, ça aussi, vous savez. Merci Aïchatou Diallo d'être passé. Merci à vous. Et c'est un combat noble, vous êtes une guerrière, vous vous battez pour vous, mais aussi pour les autres, pour aider à ce qu'ils ne vivent pas les mêmes situations que vous. Merci donc d'avoir été des nôtres pour parler du Runway Fashion Show. Derrière vous, on s'avance dans les fermes. Vous, les éleveurs de poules, de poulets, de coqs, c'est de vous qu'on va parler maintenant. Les grandes gueules. Espace TV Guinée est sur... Plonge en milieu fermier, cette fois avec l'histoire toute banale, au départ, d'une cohorte de poussins qui n'a pas eu de vieux os. Mais de quoi parle-t-il, vous direz-vous, de votre côté? Quelques centaines, tenez-vous bien, quelques centaines de têtes décimées par cohorte avant d'avoir atteint le seuil de rentabilité, donc d'avoir atteint la maturité. S'ensuit donc un boycott des poussinières locales au profit
des couvoirs étrangers. Avant, bien entendu, qu'une étude du ministère de l'Élevage établisse que le mal était ailleurs, dans les nutriments ingurgités par la volaille. Celui que l'on va avoir, malheureusement, finalement, pas en raison du temps, c'est bien le docteur Kouramodou Berete. Il est médecin vétérinaire au ministère de l'Élevage. Il est donc notre invité et c'est lui qui a conduit cette étude, mon cher Daouda, avant d'avoir notre invité. Oui, effectivement, c'est une question qui a été posée et qui a apporté beaucoup d'inquiétudes. Quand on sait à un moment donné qu'il y a des poules qui sont importées, comme on les appelle d'ailleurs les poulets morts qu'on importe dans notre pays, avec beaucoup de risques qu'on connaît dans l'alimentation et le traitement, et qu'il y ait des entrepreneurs locaux qui se mettent au travail. Parce qu'il y a deux aspects dans cette situation. Il y a un premier opérateur qui importe, qui a des poulets des poussins importés. Des poussins importés. Il a sa ferme, il a les poussins importés. Il y a l'autre qui a les poussins, des poussins locaux. Alors, le travail, il a été quoi? C'est que les deux catégories sont nourries à partir d'une même alimentation. Et on a constaté, dans la première ferme où il y a des poussins importés, qu'il y a des pertes, il y a des poussins qui meurent par centaines. Et la question a été que, est-ce que c'est pas parce que c'est des poussins importés qu'ils meurent ainsi en grand nombre? Mais le même constat a été aussi relevé du côté des poussins locaux. Alors, ces poussins locaux qu'on a pensé être plus résistants que les poussins importés, on a trouvé que le même dégât se produisait dans cette autre ferme. Et ça a amené à se poser la question, est-ce que c'est importé ou locaux? Mais on est allé au-delà de savoir qu'est-ce qui peut être à la base. Mais il s'est trouvé que ce n'est ni parce que c'est importé, encore moins c'est locaux, mais c'est plutôt du fait de leur alimentation. Et cette question liée à l'alimentation, il faut le dire, a été détectée par le département en charge de l'élevage qui a travaillé dans ce sens pour le savoir. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce sont des entrepreneurs locaux qui sont en train de s'affaisser économiquement, parce que si par centaines vous perdez des poussins ainsi, ça veut dire que d'abord votre clientèle devant ceux qui viennent prendre chez vous pour aller commercialiser vont s'abstenir de venir parce qu'ils vont dire que on ne peut plus prendre parce qu'il y a des problèmes de santé liés à votre ferme. Parfait. Donc aujourd'hui, c'est une question qui nous interpelle mais aussi à leur accompagnement. Parfait. Daouda a bien finalement planté le décor, une situation qui a affecté les entrepreneurs, les éleveurs, donc les fermiers, leurs chiffres d'affaires, mais le ministère de l'Élevage qui a pris ses responsabilités. Celui qui, pour ainsi dire, a conduit ce travail de réflexion et d'étude sur les raisons de ces décès de poulets qui étaient décimés, il est en ligne, docteur Kouramodou Berete, vétérinaire au ministère de l'Élevage. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci donc de vous prêter à nos questions. La première question avec vous, Mafoudia. Alors peut-être aller directement à ce que vous avez découvert. Daouda nous expliquait tout à l'heure ce qui s'est passé. Justement, en partant de votre travail, dites-nous comment est-ce que vous êtes parvenu à détecter les vraies raisons et qu'est-ce qui explique réellement le fait que ce problème soit lié à l'alimentation. Ok, merci de m'avoir interpellé sur cette question. Je ne peux pas dire que c'est la vraie raison, mais c'est l'une des raisons que nous avons détectées sur le terrain. Sur les aliments, pratiquement le maïs. On a prélevé certains échantillons sur l'alimentation dans les fermes, qui a été envoyé en France en collaboration d'un laboratoire. Et ils ont détecté un paramètre appelé fumosinine. C'est une toxine fusarolienne du maïs. Le seuil de cette toxicité est de 2 microgrammes.
Est-ce que vous pouvez nous dire ça d'une manière simple, accessible aux auditeurs, aux téléspectateurs? Voilà, c'est cette toxicité-là qui est liée, qu'on trouve dans le maïs. Et dans les normes, ça doit être 2 microgrammes par kilogramme. Mais ça, l'aliment analysé a donné 700 microgrammes par kilogramme. Donc, c'était énorme. Cette toxicité-là est due à l'humidité ou à l'insuffisance du maïs qui n'est pas trop sec. D'accord. C'est à la récolte, il y a problème, c'est... Ou à la conservation. Voilà, à la conservation surtout, parce qu'on ne sait pas comment les éleveurs ils conservent leurs aliments ou les maïs qu'ils ont achetés. Ou les maïs qui sont venus, est-ce qu'ils sont bien secs ou pas? C'est ça le problème. D'accord. Une autre question avec vous? Alors, docteur Berthet, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du ministère de l'élevage, un mécanisme, par exemple, est mis en place pour pouvoir contrôler un petit peu l'alimentation de ces poussins-là, parce que de la volaille, parce que derrière, ils peuvent consommer des nutriments qui peuvent après avoir des répercussions sur les êtres humains derrière qui vont pouvoir consommer ces aliments-là. Il parle d'éviter de nous provoquer des zoonoses. Allez-y, docteur. Effectivement. Il y a un mécanisme qu'on est en train de mettre en place, mais dû au changement des autorités, on attend qu'une autorité soit maintenant à la tête du département pour conduire cette mission. Effectivement, sinon on est en train d'envisager un mécanisme qu'on peut mettre en place pour au moins détecter ces zoonoses-là. Et surtout, le laboratoire est prêt pour les analyses des maladies courantes. D'accord. Daouda. Alors, on va revenir dans ces deux fermes. On expliquait tout à l'heure qu'il y a d'un côté des poussins locaux, mais de l'autre des poussins importés. Aujourd'hui, quelle est la situation en tout cas des autres poussins qui n'ont pas été victimes de cette alimentation? Oui, c'est une question qui est un peu généralisée maintenant en Guinée, surtout dans tous les élevages. C'est pas parce qu'ils ont importé ou bien ils ont commandé sur place ici. On a détecté que dans les fermes où ils ont importé les poussins, les mêmes problèmes sont reconnus aussi dans les fermes où ils ont commandé sur place ici. Donc ça veut dire que c'est pas lié d'abord au poussin, la provenance du poussin, ça c'est exclu. Et aussi, bon, c'est pas, on peut pas aussi aller trop dans. Allez-y pour nous expliquer ce qui se passe sur ces imports ou sur ces commandes locales. Voilà, c'est ça, parce que la question venait de là et on a fait que c'est pas la provenance des poussins qui pose problème, parce que les mêmes problèmes existent et ceux qui ont exporté et ceux qui ont commandé sur place. Donc la provenance, on peut l'exclure dans ce sens. D'accord, la toute dernière question avec... Voilà, alors docteur, je veux savoir, est-ce que c'est une première fois qu'on découvre une telle situation dans notre pays? Parce que vous parliez, si je comprends bien, le problème se situerait au niveau de la conservation du maïs qui est donné comme aliment à cette catégorie de poulets importés ou locaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ce cas, c'est une première chez nous en Guinée? Bon, cette découverte, c'est une première et on souhaiterait aussi approfondir la recherche sur l'ensemble du territoire. Docteur Kouramoudou Berthet, médecin vétérinaire au ministère de l'élevage, il s'exprime sur cette situation qui a frappé les fermes guinéennes. La toute dernière question, Mafoudia. Moi, je veux savoir, on verra bien si vous pourrez nous dire ce qui en est. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour aider, par exemple, des gens qui rencontrent de tels problèmes au sein du département? Oui. Il y a même un projet qui est déjà dans le département qui charge sur cette question. Et le problème maintenant, c'est l'organisation des éleveurs. Parce qu'il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir les aider, ce qu'il faut faire.
D'accord, le problème c'est donc l'organisation des éleveurs. Docteur Bérété Kouramoudou, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, le message, j'imagine, est clair. Le problème, ce n'est donc pas que le poussin il soit commandé localement ou importé, donc ce qui suppose en dehors du territoire. Le problème est dans la nourriture, la conservation des grains de maïs. On a presque fini. Un dernier tour de table en quelques secondes, mon cher Caps. Voilà, moi je dirais qu'il faudrait que le ministère fasse un travail beaucoup plus approfondi par rapport à cette situation-là, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, en fin de compte, nous sommes les consommateurs finaux. S'il y a un problème qui se décèle à ce niveau-là, nous encourons les risques, mais au-delà de ça, il faut aider justement cette population d'éleveurs à être mieux organisée et surtout qu'ils puissent d'autant plus mettre un mécanisme en place qui puisse permettre de savoir, avant qu'un poulet ne soit sur le marché, est-ce qu'il répond à toutes les conditions de vente, pour ne pas qu'en fin de compte, que nous puissions encourir les conséquences. Justement, toi tu penses à la grippe aviaire. Hein? Ah, bien sûr. Déjà, et peut-être une formation pour toutes ces personnes qui se déploient dans ce domaine-là, parce qu'il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'il faut donner comme aliment à ces volailles-là, parce qu'aujourd'hui on parle de 2 fermes. Et qui sait, l'étude, je pense, devrait s'étendre et surtout sensibiliser et former ces gens, qu'ils sachent qu'est-ce qui est approprié pour la volaille et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour savoir ce qui est approprié pour la volaille et ce qui ne l'est pas, Daouda, un dernier mot? Oui, le dernier mot, il faut aussi comprendre, pour ne pas reprendre ce que les autres ont dit, il faut aussi comprendre que ce sont les opérateurs qui sont en perte aujourd'hui. Donc il faut penser à comment les remettre en selle, parce que là, entreprendre, c'est difficile. Et quand on perd comme ça, d'un coup, et qu'on n'a pas d'accompagnement tout de suite, ça devient très compliqué. Maf? On ne le dira jamais assez, il y a des entrepreneurs ici, et si on est bien organisé, on n'aura pas forcément besoin de manger tout ce qui vient d'ailleurs. Il faut une organisation, il faut une grande politique pour accompagner, parce que, par exemple, ce qu'il dit par rapport aux raisons, on parle de l'humidité, donc il faut des moyens. Les gens peuvent être peut-être formés et bien d'autres aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de moyens pour avoir de meilleures conditions de conservation, par exemple, c'est un gros problème. Donc l'État doit s'inviter. C'est vrai que ce sont des initiatives privées, mais c'est à l'État d'impulser un grand changement, de faire de gros business avec des Guinéens pour le bien des Guinéens. Donc il faut aller vers cette politique, cette grande politique je sais pas, dans le domaine des volailles, parce que la Guinée dispose des moyens, parce qu'encore en Guinée, on ne peut pas concevoir que le kilo de riz, de viande par exemple, soit à 65 000, alors qu'on a la possibilité d'élever. Donc on a un ministère de l'élevage, qu'on se bouge un peu, qu'on mette l'argent qu'il faut pour accompagner le monde qui sera dans ce domaine. Mais Maf, vous posez clairement la question, la disponibilisation, donc en quantité de nutriments de qualité. C'était le propre donc de ce débat. Merci. Et puis, franchement, je le dis en toute honnêteté et en toute humilité, le monsieur, il dit: bonjour Tamba, je ne sais pas qui est ton tailleur, mais tu es très bien habillé depuis hier. Et je le dis sans me prendre, hein. Franchement. Mais là, tu t'es déjà Merci. Tu t'es déjà pris. Et on te dira à te prendre aussi. Non, mais il est à cause, il s'appelle Maître Alassane. Voilà. Ça, c'est de la publicité. Voilà. En clair, j'ai quand même le droit, non? Ça fait 13 ans que je suis là. Voilà. Merci à vous toutes et tous de nous avoir pratiqué. Merci à vous en studio, mon cher Dramé. Et vous qui étiez à la régie, Poutine, Mafata, Sano, Cabinet, Condé, l'homme de nuit, Mamoudou, tous. Merci donc de ce travail acharné depuis lundi. C'est ainsi que l'on boucle les grandes gueules de cette semaine. Lundi, ce sera le turbo pour une autre actualité tout aussi prégnante.